Dire simplement dans un article, on va rembourser des consultations qui sont pas chères à 23 €, c'est faire applaudir la population. Et j'ai envie de dire, oui, ça peut être très intéressant de rembourser les consultations des patients. Sauf que derrière, il y a une réalité et aucun journaliste n'a regardé le fameux rapport de la Cour des comptes, n'a interrogé comment ça fonctionne. Aucun journaliste n'a interrogé un médecin et aucun journaliste n'a interrogé un psychologue. En interrogeant les professionnels, ils auraient pu se rendre compte qu'en termes de viabilité, il y a un problème. AVS avec Philippe Robichon. À votre santé sur Beurre FM, bonjour et bienvenue. Maximilien Bachelard est avec nous ce matin. Bonjour Maximilien. Bonjour. Docteur en psychologie et psychothérapeute, président de l'Institut du Comment. Bonjour docteur, président. Comme ça, je suis sûr d'avoir donné tous les titres. Enchanté. Il y en a d'autres aussi. Mais bon. La psychothérapie remboursée pour tous, c'est pour demain ou pas? On va en parler ce matin. Il faut savoir que la prise en charge de la santé mentale en France a un coût. Ça coûte 25 milliards d'euros. C'est une priorité en ce moment officiellement. Voilà. En tout cas, et pour faire des économies, la Cour des comptes a eu une idée. Est-ce que vous voulez, s'il vous plaît, Maximilien, nous expliquer un petit peu en quoi consiste l'expérience qui est mise en place aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est ça fait 2-3 ans, en fait, on a dans 4 départements ou régions, départements français, on a demandé à des psys de s'affilier à la sécurité sociale et de participer à une expérimentation avec en contrepartie donc des consultations remboursées par le système qui coûterait 23 € les 30 minutes ou 32 € les 3 quarts d'heure. Bon, ok, on fait cette expérience. Ce qu'il en sort, malheureusement, dans les détails, c'est que ça ne correspond pas vraiment à la pratique des psys. 23 €, ce n'est pas les tarifs habituels. Et là, on pourra dire, ah oui, mais les psys gagnent bien leur vie. Mais je vous ferai la démonstration que finalement, on va devenir encore plus pauvre que si on travaillait à l'hôpital. Alors, dans cette expérimentation qui est menée dans les Bouches-du-Rhône, la Haute-Garonne, les Landes et le Morbihan, quel est le parcours santé du patient? Alors, le parcours santé est, comme d'habitude à la française, j'ai envie de dire à l'européenne, voire à l'international, centré autour du médecin généraliste. Moi, il faut savoir que je travaille dans un cabinet avec au moins 3 médecins généralistes et ils sont débordés, encore plus avec la Covid, je vous raconte pas. Tous les patients potentiels qui veulent faire partie de cette expérimentation doivent passer devant le médecin généraliste et demander ou se voir proposer une consultation chez le psy qui prescrit sur une ordonnance des consultations en disant voici votre papier et vous pourrez faire 10 consultations chez Monsieur Bachelard. Ça, c'est le médecin généraliste qui va prescrire, aux patients. Entre parenthèses, c'est un détail que les psys aiment bien relever, même si le public s'en fout, mais on n'est pas censé prescrire un psy en fait, parce qu'on n'est pas paramédical, on n'est pas kiné, on n'est pas infirmière. Donc, a priori, déjà, ça n'a pas de sens et d'une certaine manière, ça montre que l'État, je pense, n'est pas idiot, mais fait comme si on était paramédical et puis point barre en fait, mais c'est pas possible. Le nombre de séances qui vous est prescrit est limité. Oui, exactement. Donc on a 10 premières consultations à 23 € et on peut en avoir 10 de plus. Donc qu'est-ce que ça engage également? Ça engage que le psy établisse des rapports sur les patients et participe à un secret partagé avec le médecin en expliquant où il en est. Le médecin est amené à revoir le patient et il est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes qu'il peut arrêter quand il veut le suivi s'il le juge nécessaire. Comment est-ce que le médecin traitant évalue la sévérité des symptômes en fait? Est-ce qu'il a, je ne sais pas, la formation pour... Alors déjà, je sais que c'est un sujet qui est un peu polémique, mais je vais l'expliquer. Les médecins généralistes, en tout cas la médecine française, a au fur et à mesure des années supprimé tout enseignement de la psychologie, ce qui fait que il reste quelques cours à droite et à gauche, mais vous pouvez vous faire 8-9 ans d'études sans parler une seule seconde de la psychologie d'un patient. Donc c'est un peu particulier. Les médecins n'ont pas de stage de psychiatrie obligatoire. Donc ça aussi, c'est un petit peu compliqué parce que j'ai envie de dire, ils n'ont a priori pas la formation suffisante de base. Mais moi, je vous parle du concret, de ma pratique, comment ça se passe. Autour de moi, donc ça n'engage que moi, mais je pense que c'est généralisable. Il y a une partie des médecins qui utilisent certains outils pour évaluer l'intensité d'une dépression, l'intensité de l'anxiété, qui ont cette sensibilité à comprendre que tout n'est pas moléculaire chez un patient, tout n'est pas physiologique et qu'il y a des facteurs psychologiques qui interagissent avec leur état de santé organique. Bon. Donc il y a ces gens-là qui sont intéressants et qui perçoivent que leur métier a une limite et que parfois il vaut mieux collaborer avec un psy parce que, tout simplement parce que 3 ans d'arrêt maladie et 9 ans de Prozac, ça ne sert pas à grand-chose à un moment donné.
petite parenthèse, il y a des médecins qui se font retoquer par l'ordre des médecins parce qu'ils n'arrêtent pas de prescrire des arrêts maladie à la chaîne. Donc on leur dit qu'est-ce que vous faites ? Et certains donc se mettent à travailler avec les psys. Mais il y a quand même une bonne partie des médecins généralistes qui sont complètement hermétiques à ça. Moi, la majorité des médecins autour de mon cabinet ne veulent pas entendre parler de psychologue. C'est pas qu'ils ont un problème avec Maximilien Bachelard qui passe à Beurre FM, c'est qu'ils veulent pas en entendre parler. Et donc, finalement, déploient dans leur arsenal thérapeutique un antidépresseur ou un anxiolytique très rapidement. Mais est-ce qu'ils veulent entendre parler d'un psychiatre, par exemple, qui serait médecin comme eux? Est-ce que c'est un problème avec les psychologues ou c'est un problème Alors, ils cèdent plus... Parce qu'ils ne croient pas à l'efficacité de la thérapie. Il y a plusieurs problématiques. Il y a le médecin généraliste, finalement, comme c'est une porte d'entrée à tout, un peu comme aux urgences, il peut malheureusement se prendre pour le spécialiste à un moment donné. Certains médecins généralistes font ça. C'est dangereux, mais de la même manière que c'est dangereux que le psychologue se prenne pour un médecin. Vous voyez, si moi je commence à regarder l'ordonnance d'un patient et que je lui dis ouais mais ça va pas, vous devriez prendre ça, c'est autant compliqué que le médecin qui se dit que la psychologie n'existe pas. Mais j'ai envie de dire pauvre de lui, parce que d'une certaine manière, être simplement un distributeur antidépresseur, c'est pas très intéressant. Évidemment, ça maintient le problème. Un exemple typique, monsieur est en arrêt de travail, il a eu un accident de travail, et puis il est en conflit avec sa femme, et puis ils vont divorcer. Et ça fait, c'était il y a 5 ans ça, et puis ça fait 5 ans qu'il est en arrêt, 5 ans qu'il est en dépression, 5 ans qu'il pleure, 5 ans qu'il a envie de se foutre en l'air. Bon, moi quand je rencontre accidentellement un patient comme ça, qui me dit, moi mon médecin généraliste m'a dit qu'il connaissait aucun psy et que ça servait à rien, et je suis toujours sous anxiolytique et antidépresseur, je me dis mais c'est quand même malheureux quoi, parce qu'il n'y a pas de concurrence. C'est ça aussi qui est important. Et c'est assez franco-français ce problème-là, puisqu'on sait qu'on on pète les records de la consommation d'anxiolytiques. Et j'ai envie de dire aux médecins généralistes, et à ceux qui sont réfractaires, on va pas vous piquer votre clientèle, vous inquiétez pas. Et en plus, les médecins généralistes, habituellement, ils ont du boulot par-dessus la tête. C'est une des justifications de l'expérience et de l'extension de l'expérience par la Cour des comptes. Est-ce que tous les troubles sont concernés par l'expérience? Non, c'est les troubles les plus communs, dépression, anxiété, ce genre de troubles. Donc on est dans il faut quand même le dire, on est dans une expérimentation où on part sur un modèle médical où on dit il faut une population particulière, avec un âge particulier, il faut des symptômes particuliers, et certains psychologues y participent. Donc on est dans quelque chose d'assez circonscrit, on va dire. Donc troubles modérés, c'est ça ? Troubles légers à modérés, dépression, anxiété, ce genre de choses, troubles du sommeil, etc. C'est ce genre, en gros, pour schématiser, c'est ce genre de difficultés. Mais il faut savoir que on peut avoir une dépression pour 150 000 explications, en fait. Vous voyez, les gens ne sont pas une dépression, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. Pourquoi pas ? Ça a le mérite d'exister. Là où moi, j'ai sollicité un petit peu cette émission, c'est que je me suis renseigné. Ça fait des années que je me renseigne sur ce truc-là. Ça fait des années que je n'ai pas reçu de retour de psychologue par rapport à cette expérience. Et aujourd'hui, j'arrive en ayant beaucoup de retours de plusieurs praticiens. Qui participent à l'expérimentation. Ouais. Et je voudrais refaire une parenthèse dans la parenthèse, malheureusement. Les quelques articles, donc là j'ai un souci avec les journalistes, les quelques articles qui ont été lancés sont d'une superficialité abyssale. Vous noterez quand même, on est presque dans une figure de style. Finalement, dire simplement dans un article on va rembourser des consultations qui sont pas chères à 23 €, c'est faire applaudir la population. Et j'ai envie de dire, oui, ça peut être très intéressant de rembourser les consultations des patients. Sauf que derrière, il y a une réalité. Il y a une réalité et aucun journaliste, a priori, les bras m'en tombent, aucun journaliste n'a regardé le fameux rapport de la Cour des comptes, aucun journaliste n'a interrogé comment ça fonctionne, aucun journaliste n'a interrogé un médecin et aucun journaliste n'a interrogé un psychologue. Donc j'ai envie de dire, je suis désolé si ça passe mal, mais ça ressemble à de la publicité mensongère. On vous dit qu'il y a du lactose et en fait, il y a 1% dedans, quoi. Donc excusez-moi, mais ça veut rien dire. Alors que s'ils avaient consulté ce rapport de la Cour des comptes, qu'est-ce qu'ils y auraient vu, Maximilien ? Ils y auraient vu que finalement, l'idée, à un moment donné, c'est la généralisation. Et puis surtout, en interrogeant les professionnels, ils auraient pu se rendre compte qu'en termes de viabilité, il y a un problème. Pourquoi je vous dis ça ? Je remercie, entre parenthèses, Anna et Véronique, de psychologues, qui ont pu faire un peu la démonstration, qu'on peut se retrouver environ à gagner entre 800 et 1000 balles le mois.
Alors vous me direz 800 et 1000. Oui, mais... En tant que psy. En tant que psy, mais après, il faut payer sa vie. Donc je fais une petite parenthèse. Quand on est psy, il faut qu'on paye l'URSSAF. C'est-à-dire qu'on gagne 3 000 €, waouh, on est riche, mais en fait, on donne 1 500. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit payer ? La cotisation foncière des entreprises, le loyer du cabinet, les charges, les assurances, les mutuelles, la prévoyance. Bah oui, parce que moi, toutes mes collègues psychologues femmes, qu'est-ce qu'elles font quand elles sont enceintes ? Bah, elles essaient de trouver un remplaçant. Parce que sinon, elles ont 0 € à la fin du mois. Donc, c'est un choix. Quand on est libéral, on ne peut pas devenir à moitié salarié. Mais il faut savoir que si on commence sur 22-23 €, on finit à 10-12 € de l'heure. Et vous, donc, ça vous pose un problème financier, en fait, cette expérimentation ? Ça pose un problème financier. Et puis, la question du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai un collègue médecin qui m'a dit, écoute, c'est 30 minutes. C'est trop court pour toi. J'ai dit, bah ouais, moi je vois les gens au moins 3/4 d'heure. À la télévision, ça dure 30 minutes. Hein. Oui. Ça dure 26 minutes même. On en reparlera après. Ouais. 3/4 d'heure minimum. Quand je vois des couples ou une famille avec 3, 4, 5 personnes, je vais pas les voir en 30 minutes. Quand on fait un protocole de prise en charge du traumatisme avec le MDR, ça peut durer jusqu'à 1h30. Donc on fait quoi alors ? C'est pas possible. Donc le médecin me dit, bah t'as qu'à demander un dépassement d'honoraires. Mais qu'est-ce que dit le rapport de la Cour des comptes ? Et ça, c'est joli. Dépassement d'honoraires interdit. C'est-à-dire, c'est 30 minutes, c'est 23 € et c'est tout. Donc, si vous voulez survivre, si vous voulez ne pas vous retrouver à 10, 12, 13 € de l'heure, je vous rappelle qu'on commence à se rapprocher dangereusement du SMIC, eh bien, vous êtes obligé d'enquiller les patients comme un malade. Et pour faire quoi ? On va faire des consultations de 10 minutes alors ? Je vais aligner les patients dans la salle d'attente et puis je vais les voir 10 minutes. Moi, c'est pas possible, c'est pas des conditions. Donc, tant que cette expérimentation ne devient pas une obligation, une généralisation à tous les patients sur tout le territoire, bah, que les gens fassent. Parce que dans ce genre d'histoire, le souci, c'est qu'il y a des psychologues qui ont commencé à faire ça. Et qu'est-ce qu'ils m'ont dit ? Soit ils étaient jeunes, et ils gagnaient rien. Et donc, au bout de quelques mois, ils se sont dit, bon, bah, on arrête parce qu'on peut même pas payer le loyer. Avec 1000 balles à la fin du mois, vous pouvez pas payer votre cabinet. Donc, qui font partie de l'expérimentation, c'est ce qu'ils vous ont dit ? Oui, c'est ce qui m'a été dit, clairement. J'ai 9 personnes que j'ai relevées rapidement hier avant de venir à l'émission, que je voulais remercier. Je vais le faire tout de suite. Rémi, Nicole, Delphine, Morgane, Marie, Catherine, Hélène, Karine et Pauline. Ce qui ressort, c'est que les petits jeunes qui ont commencé, ils avaient besoin de boulot, ils ont fait ça, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ne pouvaient pas finir la fin du mois, ils devaient demander de l'argent à leurs parents pour survivre. Non, mais je vous signale qu'on a Bac+5 à Bac+8. Je vous signale qu'une année de formation en thérapie, c'est 2500 balles. Que quand vous faites 5 ans de formation, ça vous coûte 12 500 balles. Enfin, vous comprenez quand même qu'il y a un investissement financier important et qu'on ne demande pas du tout à détrousser les gens, mais d'avoir un salaire correct. Moi, mon avocat, c'est 250 € de l'heure et il me fait un prix. Normalement, c'est 350 € de l'heure. C'est pas qu'il est très cher, puis c'est un avocat. Combien vous coûte un plombier quand vous le faites intervenir ? Combien ça coûte de l'heure ? C'est ça le problème. Alors, que le tarif soit réduit par les gens à un moment donné pour s'adapter à une clientèle, à des étudiants, etc., il n'y a pas de souci. Le deuxième type de personnes qui ont participé, bah, c'est ceux qui ont 50-60 ans, qui ont payé leur maison, qui ont les 3/4 de leur consultation comme d'habitude, et qui, pour, 5-6 patients, acceptent de faire 23 €. Et j'ai envie de dire, bah, ils accèdent finalement à une population qui est dans le besoin, ils permettent à ces gens-là d'avoir un accompagnement, c'est très bien. Mais si toutes les consultations du lundi au dimanche étaient à 23 € à 30 minutes, c'est ça le risque qui pourrait arriver, ça serait invivable. Mathématiquement, c'est pas possible. Bon, et déontologiquement, excusez-moi, mais ça peut pas tenir. La Cour des comptes qui est favorable à la généralisation du remboursement des psychologues par la sécurité sociale. Et c'est peut-être pour bientôt. Donc on en parle ce matin avec Maximilien Bachelard. D'ailleurs, sur le papier, quand on lit les papiers qui ont été consacrés au sujet, tout le monde trouve ça formidable que le remboursement des psychothérapies soit généralisé. Et c'est une bonne idée parce que la psychothérapie, c'est un truc de riche. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas le moyen d'aller chez un psy, de se payer un psy. Oui, je comprends. Alors déjà, il faut sortir de l'idée que certains se font qu'il faut aller chez le psy 3 fois par semaine pendant 10 ans. C'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de psys, je pense la majorité comme moi, voit les gens à peu près une fois toutes les 2 semaines. Ça, c'est un fait. Mais ce qui est très important,
parce que j'espère que les auditeurs le comprennent bien, je ferai attention aux commentaires par la suite. L'idée, c'est pas que je vienne représenter une bourgeoisie et que je veuille la défendre et dire que je veux continuer à payer mon yacht parce que j'en ai pas et je risque pas d'en avoir. Mais c'est de dire... Vous avez déjà le permis. Voilà, j'ai déjà le permis pour louer un bateau. Donc peut-être que le yacht arrive. Enfin, oui, vous n'avez pas de yacht aujourd'hui, Maxime. Peut-être que le yacht arrive. Non, c'est à un moment donné de se dire... vous voyez, moi par exemple, j'ai des activités bénévoles, j'ai des tarifs qui sont différents en fonction des situations de travail dans lesquelles je suis. Donc il y a des institutions qui peuvent payer un certain prix, il y a des patients qui font des études qui payent un tarif beaucoup plus réduit et ça leur convient très bien. Ça a toujours fonctionné. Le gros problème dans cette histoire, et le problème fondamental pour moi, c'est qu'en fait, c'est une ingérence du public sur le privé. Je vais vous dire ce qui se passe, et les gens l'oublient peut-être ou ne lisent pas les journaux. La psychiatrie est dévalisée et détroussée depuis des dizaines d'années, et ça fait à peu près 20-25 ans que c'est en pleine accélération. C'est-à-dire ? Vous allez sur Mediapart, il y a par exemple une collègue psychologue qui a écrit un article, je ne connais pas son vrai nom, c'est un pseudo, elle écrit l'état de décrépitude, de déliquescence de la psychiatrie. Et elle explique que le chef de service s'est tiré parce que les conditions étaient horribles. Donc je vous explique comment ça se passe assez souvent maintenant, malheureusement, à la psychiatrie. Il n'y a plus personne. Vous vous retrouvez avec 3-4 personnes qui ne sont pas bien dans le couloir, qui parfois peuvent devenir menaçants. Et la loi, de plus en plus, la défenseuse des libertés dit vous ne pouvez pas isoler et contentionner les gens. Oui, sauf que quand vous avez quelqu'un qui a été violent, qui a tué du monde, qui est en pleine hallucination, qui pourrait sauter par la fenêtre, qui pourrait vous étrangler, qui va très mal, qui a des angoisses très importantes, que vous êtes tout seul, vous faites comment ? Donc tout le monde se tire et il n'y a plus d'argent. La défenseuse des libertés, ce qu'elle doit entendre à un moment donné, c'est que si on en arrive à des situations parfois où on est obligé en tant que soignant de se protéger, c'est parce qu'il n'y a plus personne en fait. C'est que tout le monde s'en va. Il y a un manque de psychiatres en France important. Dans le département où je suis, qui est quasiment collé à Paris, on est dans une pénurie de psychiatres incroyable. Et il faut savoir que normalement, l'État fournit ça. C'est ce qui s'appelle les centres médico-psychologiques. C'est-à-dire que la psychiatrie est organisée par secteur géographique. CMP. C'est rattaché à un hôpital, c'est CMP. Un CMP, c'est quoi ? C'est comme une maison de quartier, c'est un endroit où on vous accueille avec une secrétaire, il y a des infirmiers, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, et il y a des médecins, en fait, qui peuvent vous faire une prescription. Vous avez des groupes thérapeutiques, vous avez un psychologue qui peut vous proposer un suivi, parce que finalement, vous êtes dans le besoin. Et moi, qu'est-ce qu'on me raconte depuis quelques années ? Et je le sais très bien. Oui, mais il n'y a plus de place dans les CMP. Il y a 6 mois, 1 an d'attente. Et là, moi, je me dis, bah ouais, l'État, en fait, a complètement délaissé et laissé mourir ce truc-là. Et donc, ça doit devenir mon problème. Je vais me permettre une analogie qui est peut-être un peu raide, et vous m'excuserez, mais si vous me dites que la pauvreté explose en ce moment, et que vous forcez les restaurateurs à faire des menus à 2,50 € pour aider les plus nécessiteux, je trouve ça indécent, en fait. Je trouve ça indécent, comme on dit, de déshabiller Paul pour habiller Jacques, en fait. Le pauvre restaurateur, en fait, c'est pas un capitaliste qui gagne des milliards et qui est sur un yacht. C'est un type qui bosse comme un acharné, qui fait 80 heures par semaine et qui doit payer des employés, faire vivre des familles. Le psychologue, qu'est-ce qu'il fait quand il gagne 1000 balles à la fin du mois ? En fait, il est à découvert tous les mois. Donc, il ne faudrait pas qu'on en arrive là. Et je trouve ça compliqué parce que je l'ai vu avec mes collègues généralistes. Au fur et à mesure des années et des décennies en France, on demande de plus en plus au privé, au libéral, d'assumer les fonctions qu'on ne peut plus assurer dans le public. C'est la fermeture des lits et des services depuis des années, en fait. Donc, on est en train... Moi, je vais vous dire mon sentiment. Moi, je pense que la projection de l'État fantasmatique... Je vais m'essayer à une théorie et à un fantasme, c'est qu'il y ait 5-6 énormes pôles hospitaliers en France, donc des déserts médicaux partout, qui doivent être comblés par le libéral. Mais je suis désolé, moi, psychologue, j'ai fait plein de formations, plein d'années d'études, je ne remplacerai jamais un psychiatre et encore moins un CMP. Je ne peux pas assurer les missions que le voisin ne peut plus faire parce qu'on ne lui donne plus d'argent. C'est une malhonnêteté incroyable. Donc on vide des caisses et on dit il n'y a plus d'argent, tu dois donner. D'accord, merci. Alors Maximilien Bachelard, le remboursement des psychothérapies, est-ce que ça fait baisser la consommation de psychotropes en France ou pas ?
Alors déjà, il y a un petit peu à côté de ça, il y a des études qui le montrent, et notamment il y a une étude française de 2012 qui montrait que quand on investit, a priori, théoriquement, si on investit 1,14€ dans la psychothérapie, on fait économiser 1,95€ à la collectivité. Bon, donc déjà... Et ça fait des années que des centaines et des centaines d'études montrent en fait que la psychothérapie, c'est pas un amusement. Que c'est pas un luxe de bourgeois qui s'ennuie et qui veut raconter sa vie parce qu'il a rien d'autre à faire et qu'il a pas d'amis en fait. La psychothérapie aide, elle soigne vraiment des troubles, elle a été reconnue pour ça. Elle n'est pas forcément à mettre en concurrence avec un traitement. Moi, il m'arrive d'appeler un collègue médecin et de dire écoute, tu m'as envoyé un tel. C'est rare que je le fasse, mais je dis est-ce que tu voudrais pas le revoir parce que je pense qu'un antidépresseur, un anxiolytique serait pas mal. Est-ce que tu peux réévaluer ça? Pas de problème. Et finalement, le médicament tient lieu de bouée pour pouvoir survivre pendant 2, 3, 4 mois. Mais moi, je n'en peux plus depuis que j'ai commencé ma carrière, mais c'est depuis le premier jour et jusqu'à encore hier, les gens se trimballent avec des ordonnances. Excusez-moi l'expression toute pourrie parce qu'en fait l'ordonnance elle n'est même pas renouvelée parfois, ça fait 10 ans, on a juste changé la date et ça fait 10, 15, 20 ans qu'on est sous Prozac. Quand je leur demande vous avez commencé quand votre traitement, déjà souvent les gens ne savent même pas ce qu'ils prennent. C'est ça, hein. Ils n'ont même pas le nom, ils savent même plus, ils le prennent automatiquement. Et puis ils sont dans une espèce de bulle comme ça qui est un aménagement du problème. Mais si vous avez perdu votre fils, si vous avez été abandonné par votre femme, si vous êtes au chômage, il faut s'occuper de ces problèmes-là en fait. L'antidépresseur vient colmater, et c'est très bien, parce que les gens peuvent avoir un geste malheureux, et puis il faut apaiser leur souffrance. Mais apaiser une souffrance, c'est pas un projet ultime, en fait. C'est une étape temporaire. C'est pour ça, il y a une étude, j'ai essayé de la retrouver, j'y arrive plus, je sais pas ce que j'ai fait, qui montre qu'en Europe, la collaboration médecin-psychologue est la plus mauvaise en France. En France, c'est la plus mauvaise. On ne travaille pas assez ensemble. Moi, je pense que les médecins ne savent pas bien ce que font les psychologues et je crois que les psychologues devraient savoir un peu plus comment fonctionnent les médecins. Moi, j'invite les collègues autour de moi à échanger le plus possible et j'ai même envie de vous dire, en fait, je pense que les psychologues, une réforme que j'aurais bien voulu lancer si c'était moi qui commandais l'université, je demanderais à ce que tous les psychologues en formation fassent un stage dans un cabinet de médecine générale de ville. Voilà. Qui soit là. Il y a eu une tradition à l'époque psychanalytique où on s'intéressait à ça. Il y a un auteur qui s'appelle Balint et qui expliquait très proprement aux médecins qu'en fait, ce qui se passe dans la relation, c'est pas uniquement une question de donner de la chimie pour contrebalancer un organisme. C'est aussi une relation et j'ai envie de dire tous ces facteurs psychologiques vont influencer quelque chose. Voilà. Donc quelqu'un qui a envie de vomir, vous lui donnez un antivomitif, on peut partir très rapidement dans une escalade de traitement qui n'a aucun sens. Alors, expliquez-nous, Maximilien, quelle est la place de l'argent dans la relation thérapeutique ? Alors, c'est un sujet qui est un peu délicat parce que quand on parle d'argent dans argent psycho, on pense tout de suite Freud, psychanalyse et on pense du fric, des bifetons, de la thune, des billets. En vrai, dans la main, dans la poche. Ou dans l'enveloppe. Ou dans l'enveloppe. Et puis d'ailleurs, faut pas toucher. Et encore plus avec la Covid. Enfin bref. Bon, bref. Alors, Maximilien, est-ce que c'est important de payer ça ? Il y a une part de vérité. Il y a une part de vérité symboliquement, c'est que si ça vous coûte rien du tout, d'une manière générale, d'aller voir votre psy, sous-entendu, moi je vous donne un sous-titre qui est le mien, sous-entendu, si vous n'êtes pas prêt à changer quoi que ce soit, c'est-à-dire que les gens souvent viennent avec l'idée qu'ils voudraient que les choses changent, mais ils ne veulent rien bouger. Quand vous donnez, d'une certaine manière, vous donnez de vous, et j'ai envie de dire, c'est une question marketing. Si je vous dis, est-ce que tu veux une crème à 5 € ou tu veux la crème qui vient de sortir à 25 ? Intuitivement, vous vous dites celle à 5, ça doit être de l'industriel pas bon, et celle à 25, c'est du bio fait par mon producteur d'en face. Donc il y a un investissement qui est important. Il y a un investissement, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il faut faire payer tout le monde. On peut aussi faire payer symboliquement quelque chose. Donc l'argent est un véhicule. L'argent nous permet aussi d'une certaine manière de pouvoir acquérir des possessions. Ça donne parfois malheureusement la valeur qu'on a. Et oui, transférer une partie de ce qu'on possède, ça peut nous permettre d'une certaine manière de nous faire travailler. Moi, j'ai travaillé dans l'hospitalier où c'était gratuit et j'ai travaillé dans le libéral. Tous les collègues qui ont fait ça comme moi savent que les patients ne sont pas toujours au même endroit aussi. Ça ne veut pas dire que quand c'est gratuit, vous foutez rien et quand vous payez, vous allez vite. Mais c'est quand même un moteur qui n'est pas inintéressant. Mais est-ce qu'on sait si une thérapie gratuite est moins efficace qu'une thérapie payante ? Je vais vous poser une question. Vous avez des regrets, vous avez 30 ans. Est-ce que vous allez faire tout un chemin pour régler ces regrets ? Vous allez me dire oui, peut-être. Et si je vous dis, vous avez 80 ans, vous avez un cancer.
a priori, là, à ce moment-là, vous êtes un petit peu poussé à formuler des regrets auprès de votre entourage. Donc, j'ai envie de dire, l'argent pousse dans le dos à un moment donné. C'est sûr que quand ça vous coûte 40, 50, 60, 70 euros toutes les 2 semaines, vous vous dites, et comme je le dis souvent clairement aux patients, vous payez, il faut qu'à un moment donné, il se passe quelque chose dans votre vie. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que parfois, à travers l'argent, on vient payer quelque chose pour justifier que, j'ai payé, mais d'une certaine manière, j'ai même plus à faire d'efforts. Ça m'a déjà coûté, en fait. Mais on peut faire payer symboliquement. Il y a des enfants qui vous ramènent un dessin, bonbon, qui vous proposent une création qu'ils ont fait. Il y a plein de psychanalystes qui décrivent avoir reçu des objets d'art qui ne valaient pas grand-chose de leurs patients, parce que ça venait coûter. Ça venait coûter aux patients. Maintenant, on en parle peu et aujourd'hui, mais il faut quand même aussi se le dire. En fait, les 23 euros, je suis désolé de revenir sur des choses bassement matérielles, mais les 23 euros, en fait, c'est pas gratuit. C'est le contribuable qui paye. Je vais juste faire une parenthèse qui paraîtra insupportable pour certains, mais quand un patient vient, ça coûte 23 euros. Moi, je me dis pourquoi pas, on le rembourse, etc. Mais déjà, c'est le contribuable qui paye. Il faut qu'il aille voir le médecin généraliste. Les psychologues suivent des centaines de milliers de patients. Donc vous imaginez, par exemple, si c'était généralisé demain matin, que les centaines de milliers de personnes qui suivent des psys vont devoir boucher les files actives des médecins pour obtenir une consultation de 22-23 euros par le généraliste qui sera remboursée, donc payée par le contribuable. Et en échange, le psychologue gagnera 2 à 3 fois moins sa vie, donc il paiera 2 à 3 fois moins d'impôts. Donc moi, quand je fais cette démonstration, je me dis finalement, ça part d'une bonne intention, mais ça va faire complètement couler la boutique. Oui, enfin, la Cour des comptes dit que d'un autre côté, ça permet de libérer des places pour ceux qui en ont vraiment besoin. Oui, mais alors j'ai envie de dire, si la Cour des comptes pense que les CMP, les CMP ne font pas leur boulot, c'est pas aux psychologues de s'occuper de ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose qui tient pas bien la route. Donc qu'est-ce qu'on essaye de dire sans vraiment le dire, en fait ? Vous voyez ? C'est ça qui va pas. Mais à chaque fois, je le dis, et c'est malheureux, la protection de l'enfance ou la psychiatrie, si vous êtes sur un côté très financier, je veux dire, c'est un gouffre à pognon, ça rapporte rien. Directement, ça rapporte rien. Mais indirectement, moins vous avez de jeunes en errance, moins vous avez de jeunes qui cassent, moins vous avez de jeunes malheureux, moins vous avez de jeunes qui prennent des médicaments, moins vous avez de personnes délirantes dans les rues qui sont peut-être à même de se faire du mal ou vous faire du mal ou se sentir mal. Plus vous investissez pour la société. Mais ça ne rapporte rien dans l'immédiat. Donc il vaut mieux parfois supprimer le poste d'un psychiatre. Il nous coûte 5 000 euros par mois, hop, on tire la ligne, ou il nous coûte 6 000 euros, ça sera toujours 6 000 euros d'économiser. Oui, mais qu'est-ce que la collectivité fait quoi par rapport à ça après ? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Le rôle de l'État, et moi je ne suis pas politicien, je suis pas là pour vous tenir un discours de gauche et de droite, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens qui sont abandonnés ? Donc on m'abandonne des gens à la porte et on me dit sois pas méchant, t'es psychologue, faut que tu t'en occupes. Mais j'ai envie de dire, mais c'est quoi cette organisation en fait là ? Bon, on va parler du sujet dont tout le monde parle. Maximilien Bachelard est avec nous, docteur en psychologie et psychothérapeute, président de l'Institut du Comment. Ça coûte combien une séance de thérapie chez vous ? Alors moi, les consultations individuelles, elles sont à 60 euros. Et puis quand je commence à voir les couples et les familles, je prends un petit peu plus parce qu'il y a un temps qui est plus long par rapport à ça. Je suis amené parfois à filmer les consultations familiales parce que j'ai une approche systémique. Je demande aux gens de signer un papier pour que ce soit un contrat bien clair. Ça me permet de les revoir. Je suis pas très preneur de notes. Donc, on va dire que les consultations, en moyenne, selon moi, j'ai pas fait d'études par rapport à ça, mais on est entre 50 et 70 euros à peu près. Donc, j'ai envie de dire 60 euros, c'est la moyenne. Et les gens habituelle. Vous payent en liquide, comment ça se passe ? Il y en a qui me payent en liquide, et puis il y en a qui me payent en espèces, et en chèque. Je prends pas la carte bleue parce que, je vous le dis tout de suite, moi j'ai pas envie de payer la carte bleue, l'abonnement, et j'ai pas envie de donner de l'argent à la banque à chaque fois que je reçois de l'argent. Mais d'où vient cette idée que chez le psy, il faut y aller les psychanalystes avec en liquide? Les psychanalystes vous disent un truc qui est pas bête, c'est que c'est le mécanisme sur lequel on fait dépenser les gens. Quand vous donnez votre carte en plastique, vous avez moins l'impression de sortir du blé de vos comptes. Quand vous avez la liasse et que vous la donnez, c'est pas le même impact. Donc les psychanalystes, à une époque, et certains,
disait que c'était important à un moment donné que les gens sentent quand même le poids de leur investissement et qu'ils puissent le lâcher auprès de quelqu'un. Bon, moi, je vais vous dire, franchement, je m'en fiche complètement. Il y aura toujours des chèques. Moi, ça me dérange de passer mon temps à aller déposer ça à la banque. Il y aura toujours de l'espèce de moins en moins. Et je suis pas carte bleue. C'est pas pour une raison idéologique, c'est parce que j'ai pas envie de donner plus de fric à ma banque. Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde en parle, mais en tout cas, beaucoup de gens en parlent. Le sujet télévision, hein, c'est le succès sur Arte de la série En thérapie. Alors donc c'est un patient, 5 épisodes par patient. En quoi, Maximilien, selon vous, cette série nous aide à comprendre ce qui se joue dans une analyse ou pas? Alors déjà, je crois que c'est 4 patients plus la supervision, c'est ça. En tout cas, il y a Carole. Le contrôle. Il y a Carole. Ouais, Carole qui fait. Carole, oui. Il y a Carole. Voilà. Carole Bouquet, oui. Exactement. Alors, en quoi, la question, c'est en quoi ? En quoi ce qui se passe et ce qu'on voit à la télévision nous aide à comprendre ce qui se passe en thérapie ? Déjà, je vais là pour le coup, je vais faire le psychanalyste. Vous avez senti vous vous sentiez dans le processus. Moi, je vais vous dire, tous les collègues et moi, quand on a regardé ça, on a beaucoup ressenti l'ambiance qu'on a en consultation. C'est-à-dire essayer vous avez retrouvé quand même. De mettre en route la réflexion d'une personne plutôt que d'imaginer qu'on est là pour régler ses questions. Bon, après, moi personnellement, j'ai pas le même style que psychanalyste. Alors Philippe Dayan, moi je le trouve très bienveillant. Mais il est superbe. Très bienveillant. Il est au quart de tour, lui. Il est tellement bienveillant que beaucoup m'ont dit mais il est où, quoi ? Et j'ai même envie de vous dire, les patients que j'ai vus dans la série par rapport à ceux que je peux avoir, je les ai trouvés très vindicatifs, limite belliqueux et rentre dedans. Ça m'a beaucoup étonné. Et je pense que c'est lié à 2 choses. Évidemment, l'attitude du psychanalyste de ce personnage qui est tellement gentil et parfois un peu reculé qu'il provoque quelque chose. Et théoriquement, le cadre analytique, le fait qu'on ne soit pas là pour répondre aux questions, qu'on soit là pour susciter le transfert, qu'on laisse la personne faire son chemin, amène ça. Maintenant, alors là, du transfert, il y en a. Hein. Oui, mais je vais pondérer. Alors là, je dois dire, c'est la série des transferts. Je vais pondérer ça parce que en fait. Alors le transfert, pour tout le monde, expliquer ce que c'est quand même. C'est de revivre sur une personne, une relation qu'on a eue originellement, la plupart du temps avec un de nos parents, avec des sentiments un peu mélangés envers les deux. Donc, je suis en colère contre vous parce que vous répondez pas, et en fait, je suis pas en colère contre vous, mais c'est l'attitude que vous incarnez qui me remet dans une situation que j'ai vécue avec d'autres personnes. Alors, en fait, pour nous deux, c'est dans la vraie vie, c'est comme ça, en fait. Exactement. En plus, pour l'exemple que vous avez pris, est un vrai exemple dans notre vraie vie. C'est-à-dire que vous et moi, on est en transfert ouvert. C'est un concept que je viens d'inventer. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Transfert à ciel ouvert. Bon, alors vous, quand vous voyez... Alors, ce que je voulais dire, c'est qu'il est, contrairement à un psychanalyste un peu plus, comme on se l'imagine dans notre profession, il est finalement très interventionniste parce qu'il fait beaucoup d'interprétations. Et la question qui se pose chez les psychanalystes, c'est est-ce que finalement c'est au psychanalyste d'interpréter les choses ou est-ce que c'est pas au patient d'interpréter ce qui lui arrive, de comprendre, de mettre du sens par lui-même. Voilà, donc il y a cette question-là. D'ailleurs, quand il interprète les choses, les patients lui renvoient qu'il a interprété. Oui, et donc c'est assez intéressant. Vous disiez c'est très transférentiel, mais en fait, dans la version américaine que j'avais vue à l'époque, ça date d'il y a quelques années, on retrouve quand même un peu les mêmes personnages d'une certaine manière, et on a la fameuse patiente qui se dit excitée personnellement par son psy, et dont le psy essaye de faire comprendre que c'est le transfert. Donc là, on est en plein dans la fantasmatique populaire du est-ce qu'il couche ou est-ce qu'il couche pas. Et j'ai trouvé ça assez osé d'aller, on va pas tout raconter, mais d'aller plus loin que le cabinet à un moment donné, vers la fin, et de se dire mais il va le faire ou il va pas le faire, quoi. Voilà. D'ailleurs, vous parlez de cabinet. On parle de cabinet. Ouais, ça fait toilette. Hein. Non, mais on parle de toilette. Il y a un épisode parce que alors c'est une question qui revient. Moi, je savais pas que ça se posait. Les toilettes. Oui, celle des toilettes. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut aller chez le psy? C'est chez lui déjà pour commencer. Donc c'est sûr que au-delà des toilettes, bon apparemment ça focalise votre attention, mais c'est l'intimité. Non, alors est-ce que c'est les toilettes des patients? Ça ne focalise. Non, j'ai regardé sur les forums qui commentaient Geek et psychologue. Ah ouais, c'est ça, qui commentaient la série et qui disaient oui, mais finalement l'épisode des toilettes bouchées, c'est. Oui, mais moi dans le cabinet médical où je suis, dans la partie médicale, il y a des cabinets pour les praticiens et puis il y a des cabinets pour les patients aussi.
Mais là, la question qui se pose, c'est son intimité, puisqu'à un moment donné, il pense que la patiente va ouvrir une porte qui donne vraiment chez lui. Et d'ailleurs, elle lui fait remarquer, arrêtez de fantasmer, c'est vous qui fantasmez, c'est vous qui voulez que je rentre dans votre intimité. Mais évidemment, c'est une barrière intéressante. Quel impact, selon vous, cette série, qui est incroyablement regardée, puisqu'elle est en consommation libre d'ailleurs, sur tous les canaux, va avoir sur la fréquentation des cabinets de psychologues et sur la façon dont les patients vont vouloir la même chose qu'ils ont vu à la télé? Je suis pas sûr qu'ils veuillent la même chose. Non ? Mais bon, ils partiront avec une image. Moi, je pense que, évidemment, comme tous ces phénomènes, on pense que ça va avoir un effet. Bon, je pense que ça va vite faire un soufflet. Je pense pas que je vais avoir plus d'appels, qu'on a tous forcément plus d'appels. Non ? À cause de cette série. Pas ? Par contre, la moitié de mes patients m'en ont parlé et c'est eux qui m'ont forcé à la regarder. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder la série. Non, ce que je veux dire, qui m'a semblé important en regardant la série, il m'est arrivé un truc particulier. J'ai pensé à des gens qui, pour moi, ont vraiment pas de sensibilité à tout ça, qui comprennent rien à tout ça. Et je me suis dit, franchement, s'ils regardent cet épisode du début à la fin, ils vont réussir à capter certains fragments de l'essence de mon métier. Et donc je me suis dit, et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est beau quoi. C'est parce que donc, c'est pas simplement. Elle est juste. Oui, elle est juste sur la captation du métier. Ce qui se passe, j'y ai repensé hier soir, donc j'ai pensé à vous, Philippe, avant de dormir. Mais c'est comme ça. Est-ce que vous voulez qu'on en parle, Maxime ? On en parlera après. D'accord. Si on a le temps, évidemment, si on n'a pas la pub. On se dit tout ce matin, vous pouvez y aller. Il y a un moment que j'ai trouvé enfin, il y a beaucoup de moments que j'ai trouvé super, mais quand l'adolescente parle de son père. Oh là là. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent, c'est qu'elle est dans une idéalisation et puis elle nous fait imaginer un père qu'on a un peu du mal à imaginer, puis il a l'air assez proche. Qui est un artiste un peu paumé, quoi. Oui, qui a un fonctionnement. Qui a quitté sa mère. Le fameux coup du fonctionnement adolescent chez l'artiste qui continue à croire qu'en fait, utiliser WhatsApp, c'est la même chose que de se voir en face à face. Donc, c'est intéressant parce qu'elle, finalement, elle devient presque le parent de ses parents. Mais ce que j'ai trouvé magnifique, c'est quand il surgit dans la réalité. Et j'ai trouvé cet épisode, j'étais scotché, je ne pouvais plus rien faire parce que je me suis dit, mais c'est exactement ce truc-là. C'est-à-dire que la gamine est en train de se rendre compte dans quelle image elle s'est embarquée depuis le début, et la réalité vient percuter en fait le discours qu'elle alimente auprès du psy, qui pourrait être amené à s'imaginer que le père est assez fonctionnel. Et en fait, le père, il est assez égocentré, il ne se rend pas compte de beaucoup de choses, mais on est vraiment percuté par cette image. Si on n'avait pas eu l'apparition du père, je trouve que ça aurait été vraiment dommage, quoi. Et on a l'apparition de la mère aussi quand même, qu'elle dénigre en permanence. Évidemment. Et qu'elle rabaisse en permanence. Alors, je sais pas si c'est ma pratique clinique, mais comme je vois plus souvent des mamans aussi qui viennent plus facilement, ça vous a moins... qui viennent plus facilement que les papas, je me suis dit oui, je l'imaginais comme ça, la mère. Mais alors le père surgir avec toute sa singularité, agresser le psy et dire la fameuse phrase « il t'a monté contre moi », je me suis dit c'est extraordinaire. Je vais vous utiliser un terme que j'aime mieux utiliser 3 fois par jour. Il y a une question d'emprise là-dedans. Il y a vraiment une question d'emprise parce qu'il lui dit « mais toi et moi, on est proches. Toi et moi, tu sais très bien qu'on communique quand on veut. Tu sais bien qu'il n'y a pas de problème. » Et donc, on voit cette gamine qui est partagée entre les deux, entre est-ce que je continue à me plier à un fonctionnement de mon père où je commence à être de plus en plus étriqué, ou est-ce que je prends le risque de le perdre parce que je vais sortir de cette relation, mais laisser la porte ouverte à autre chose. Et j'ai trouvé ça très courageux de sa part. J'ai trouvé que l'adolescente était merveilleusement incarnée, c'était magnifique. Le couple aussi est merveilleux. Il y a quelque chose qui est morbide où on se dit mais jusqu'où ils vont aller, et surtout à un moment donné, psychanalyste ou psychologue ou psychothérapeute, on s'en fiche, c'est pas la question. On arrive à voir à travers ces consultations que s'il y en a un qui se déprogramme, il y a tout qui tombe en fait. Vous voyez, parce que c'est lui qui est complètement dingue, mais c'est elle qui est complètement dingue. Mais en fait, c'est ce système qui, en plus, répond parfaitement aux attentes de chacun. Et donc se pose, pour moi, en filigrane, la question de est-ce que ce couple peut vraiment produire autre chose que ce qu'il a toujours produit ? Est-ce que finalement, on ne s'est pas rencontrés pour incarner ces rôles-là ? Et donc, c'est pour ça, je crois qu'à un moment donné, c'est mon interprétation, on est amené à les voir individuellement. Je pense que le suivi a amené forcément à ça. Vous voyez, ça s'est incarné par qu'est-ce qu'on peut être finalement en dehors de ce couple-là. Bien. Et le flic profiler alors ?
Bon, il est vachement bien joué aussi. Bon, j'adore Reda Kateb. Reda Kateb, voilà. Il était superbe dans comment s'appelle le film avec le sous-marin, avec le chant du loup, c'est ça? Ouais. Il est magnifique. C'est son meilleur rôle pour moi. Mais là, dans la série, il est intéressant. Le Prophète est son deuxième meilleur rôle et la série est son troisième meilleur rôle. J'ai fait mon top 3. Il est très bon. Il est très bon. Et en plus, la question du Bataclan, je trouvais que c'était assez vivant. Parce que tout se passe au lendemain de l'attentat du Bataclan, hein, dans les mois qu'on suivit, quoi. Là où j'étais moins à l'aise, c'est quand il y a je vais utiliser le même terme, le surgissement du père. C'était le rôle qui m'a le moins touché, mais c'était intéressant aussi parce que le père adresse des questions finalement au psy auxquelles il n'a pas envie de répondre. Et puis, ce qui marque quand même cette série qui est censée être très psychanalytique, c'est que la réalité s'invite à chaque fois. Et que avec le psychanalyste, on n'est pas censé rentrer dans la réalité des gens en fait. Vous consommez les épisodes dans l'ordre ou vous les faites par personnage ? Oula, je m'étais jamais posé cette question. Pour moi, c'est une évidence que je vais suivre l'ordre, la narration qu'on a voulu bien me donner. D'accord. Vous voyez ? Parce que je pense que ça ferait trop. Parce que je pense que je voudrais trop suivre un fil. Je laisse le narrateur m'amener, un peu comme dans mes vraies consultations. Voilà. Par contre, j'ai un problème moi, mes séries, il faut qu'elles soient terminées. Donc, j'ai bien vérifié que les séries étaient terminées parce que je ne veux pas qu'on m'impose un rythme. Je fais exception très rarement à ça, mais quand je suis obligé de me taper 3 pubs pour du chocolat, des serviettes hygiéniques, et après, pendant 8 mois, je n'ai plus de série, moi, je peux pas reboucler comme ça. Chaque fin de série est un deuil, Maximilien. Oui, mais c'est exactement ce que j'ai dit à Nadia. Donc, elle m'a dit qu'elle vivait son deuil. Nadia El Bouga, si vous nous écoutez. Voilà, Nadia, sexologue sur Beurre FM. Et je lui ai dit, je suis en deuil. Elle a trouvé ça génial. Et donc, maintenant, elle me dit qu'elle est en deuil. Donc, on est tous en deuil. Et donc, pour passer le deuil, je crois qu'on va pas être de bons patients, on va reconsommer d'autres séries, quoi. Voilà, si vous n'avez encore jamais entendu parler de cette série, que vous n'avez pas commencé à la regarder, vous pouvez le faire et nous dire ce que vous en pensez. Oui, puis je pense que vraiment, il me semble qu'elle peut plaire à tout le monde, quoi. On n'est pas dans un truc prise de tête, la série est suffisamment bien faite pour qu'on se laisse porter très facilement. J'ai encore rencontré personne qui m'a dit quelle horreur. Et moi, j'ai eu cette appréhension de me sentir comme au boulot, comme à peu près tous les psys. Et en fait, j'ai trouvé ça captivant. Voilà. Maximilien Bachelard sur Beurre FM, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous avez la possibilité de regarder la vidéo sur la chaîne YouTube. Vous commentez bien sûr la vidéo. Maximilien, merci d'avoir été avec nous. Et très belle journée. Santé sur Beurre FM.